Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Fin d'année oblige, cette semaine, on fait le bilan de 2014, de la nouvelle guerre froide à l'antisémitisme en France en passant par le monde arabe. Elie Barnavi, Elisabeth Lévy et Odette Granotte nous aideront à tout comprendre. Mais tout d'abord, voici 2014 en 60 secondes. Voilà pour ce rappel de l'année 2014 en 60 secondes. Bonjour Elie Barnavi. Bonjour. Merci d'être de nouveau avec nous après quelques jours d'absence. On va faire le bilan avec vous aussi des relations internationales et notamment de cette nouvelle guerre froide. On rappelle, les historiens ont appelé guerre froide cette période au cours de laquelle États-Unis et URSS se sont affrontés, mais jamais directement, via des pays alliés. Et aujourd'hui, les Américains et les Russes s'opposent sur l'Ukraine, via l'Ukraine. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle guerre froide? Il s'oppose sur l'Ukraine, il s'oppose aussi ailleurs. Il y a des recrudescences d'incidents, petits ou moins petits, dans différents points du globe. Et l'impression générale, si vous voulez, est que nous sommes dans une nouvelle guerre froide. Gorbatchev l'a dit d'ailleurs, il y a quelques semaines. En dehors de l'Ukraine, vous citeriez quel pays? Ils s'affrontent en Ukraine, ils s'affrontent en Syrie. N'oubliez pas qu'ils sont des deux côtés de la barricade en Syrie. Ils s'affrontent dans ce que les Russes appellent le voisinage proche, à propos des pays baltes, à propos de l'OTAN. Enfin, là, il vient de sortir une nouvelle doctrine militaire, vendredi dernier, qui est dans les termes rappelle les termes de la guerre froide. Alors, où l'OTAN est vue comme la principale menace qui pèse sur la Russie. Il y a tout le reste, il y a la nostalgie à l'égard de l'Empire soviétique, il y a tout cela. Et malgré cela, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas la guerre froide. Ce n'est pas la guerre froide. Non, c'est une illusion d'optique. La guerre froide, vous l'avez dit, ce sont deux camps qui se font face, deux camps qui ont chacun leur leader, son leader, et qui sont mus par une idéologie qui présente une philosophie alternative. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de camp russe. Ils sont isolés. Il reste la frustration d'un ex-empire qui n'est plus. Mais la Russie a gagné sur un point cette année, plutôt en 2013. Elle a gagné sur la Syrie. Elle a réussi à empêcher des frappes occidentales sur la Syrie en 2013. Qui, sur le dossier ukrainien, l'emporte? Mais là, les choses ne se décident pas de cette manière, je crois. Même en Syrie, ça veut dire quoi? Ils ont gagné. Ça veut dire que ils ont empêché les frappes. Ça veut dire que les Américains ont été. C'est pas eux qui ont empêché les frappes. C'était plutôt la pusillanimité américaine. Et on pourrait en discuter. Ce n'est pas le sujet de notre débat aujourd'hui. Mais je veux dire, la Russie n'a plus les moyens de peser véritablement sur le cours du monde dans la mesure où son économie est faible. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, le rouble s'est effondré. Justement, est-ce que ça veut dire que les sanctions sont efficaces si le alors, rouble s'écroule? Il y a les sanctions, et ce sont les marchés qui sont encore plus efficaces que les sanctions. C'était la chute des prix des hydrocarbures. Ici même, nous en avons parlé. Je vous ai dit, écoutez, la Russie ne sait rien faire, ne sait rien produire, sinon du pétrole, du gaz et des armes et de la vodka. Je dis, avec ça, vous ne faites pas une puissance globale. Vous n'avez rien chez vous qui vient de Russie. Je suis prêt à parier. Vous avez plein de choses qui viennent de Chine, sans doute. Rien qui vient de Russie. La Russie est une puissance sur le déclin démographique, déclin économique. Alors ce qui reste, c'est la nostalgie, la hargne de l'Empire perdu et la volonté de revanche. Reste avec nous, Elie. On va parler à présent du monde arabe en 2014.
Et pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir le spécialiste du monde arabe de la chaîne israélienne Arutz 2. Bonjour, Oded Granot. Bonjour. Comment est-ce que vous expliquez l'émergence de l'État islamique cette année ? Écoutez, c'est une organisation qui existe depuis 10 ans, donc il s'agit d'un nouvel essor. C'est un groupe djihadiste, extrémiste, meurtrier, qui veut ramener le monde à l'époque du début de l'islam. Il a la nostalgie de cette époque. Le groupe État islamique a profité du fait que la Syrie et l'Irak s'effondraient après le départ des troupes américaines pour avancer au nom de cette idéologie qui prétend qu'il faut revenir à l'islam des premières années. Eh bien tout cela, ça a plu à de nombreux jeunes dans le monde arabe, mais aussi en Europe. Et contrairement à Al-Qaïda, eh bien ce groupe ne croit pas en des attentats du type 11 septembre pour vaincre. Selon eux, il faut prendre le contrôle du territoire petit à petit. D'abord la Syrie, l'Irak, et après cela le Liban, voire même la Palestine et éventuellement l'Afrique du Nord. Mais je pense que 2015 sera moins bonne pour l'État islamique à cause de la coalition internationale, à cause du rejet des pays musulmans et aussi à cause de l'argent qui lui fait défaut. Pourquoi est-ce qu'il y a tout de même autant de jeunes Européens qui veulent rejoindre Daesh ? Écoutez, il y a beaucoup de jeunes musulmans en Europe qui ont l'impression d'être détachés. Mais ils ne sont pas tous musulmans. C'est vrai, parce que l'idéologie de l'État islamique et sa capacité à utiliser les réseaux sociaux attirent. Ils promettent aux jeunes une vie heureuse dans l'au-delà et l'opportunité de combattre et même de se faire un peu d'argent et de drogue. Tout cela plaît à ces jeunes, mais c'est aussi un défi pour les gouvernements européens qui n'avaient pas vraiment fait attention à ce qui se disait dans leurs mosquées. Après la guerre de cet été, Netanyahou a affirmé que la lutte contre l'État islamique ouvrait de nouvelles opportunités diplomatiques pour Israël. Qu'en est-il ? Cela dépend de ce que vous appelez opportunité. C'est vrai qu'il y a une très bonne coopération régionale entre Israël et certains pays arabes parce qu'il y a une conscience du fait que l'État islamique représente un danger bien plus grand pour la sécurité de ces pays que celui du conflit israélo-palestinien. Pendant des années, on disait que le conflit était le cœur du problème, mais ce n'est plus le cas. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne, c'est que cette coopération ne va pas tenir sur le long terme. Elle ne va pas pouvoir se transformer en lien diplomatique s'il n'y a pas de solution au conflit israélo-palestinien, ou tout du moins si quelque chose ne montre pas aux Américains ou aux Européens qu'il y a un véritable effort pour arriver à une solution. Merci beaucoup, Oded Granot, spécialiste du monde arabe à Arutz 2. Merci à vous. Eli, l'autre pays arabe qu'on n'a pas abordé dans ces questions, c'est le Qatar qui a joué un rôle important pendant la guerre de cet été. Quel rôle joue le Qatar aujourd'hui au Proche-Orient ? Le Qatar, pendant des années, a boxé au-dessus de sa catégorie. Vous savez, c'est un tout petit pays. J'ai eu la chance d'y aller une fois, invité par le cheikh. C'est une oasis dans le désert. 250 000 à 300 000 citoyens, tout le reste des esclaves qui viennent un peu partout, des travailleurs immigrés dans des conditions épouvantables. Et tout ça est assis sur une éponge d'hydrocarbures. Et donc, grâce à cette fabuleuse richesse, le Qatar a joué un rôle disproportionné, n'est-ce pas, par rapport à son véritable poids. Et donc, elle a pu jouer un rôle de bascule en étant l'ami de tout le monde. Le Qatar abrite la plus grande base américaine dans la région, vous le savez sans doute. Et le Qatar finance des organisations islamistes. Le Qatar a des liens discrets avec Israël. Enfin, le Qatar fait tout et n'importe quoi. Ils sont en train d'en revenir parce que l'Égypte ne le supporte plus. Ni l'Égypte, ni l'Arabie saoudite, mais surtout l'Égypte, qui est, depuis l'arrivée au pouvoir du général Sisi, est redevenue une puissance arabe importante, sans doute la puissance arabe la plus importante. Et on sent une espèce de retour du Qatar à une espèce de normalité. Et ils sont en train de lâcher, très mauvaise nouvelle pour le Hamas, ils sont en train de lâcher le Hamas. Alors ça sera tout pour le monde arabe. On va prendre à présent la direction de la France. Elisabeth Lévy, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes journaliste et rédactrice en chef du journal Causeur et vous avez publié « Les Français sont-ils antisémites ?» On vous a invité pour parler justement de l'antisémitisme en France qui a fait la une à plusieurs reprises en 2014. Pourquoi est-ce que autant de Juifs ne se sentent plus chez eux en France et partent pour Israël ? Je veux dire, vous avez dit que des Juifs ne se sentaient plus chez eux. Il y a aussi beaucoup de Français non-juifs qui ne se sentent plus chez eux.
notamment en raison des tensions liées à l'immigration, et en particulier dans les quartiers, évidemment, où cette immigration est souvent majoritaire. Et on sait que, bien entendu, je crois qu'il faut le dire tout de suite, tous les musulmans, et même une grande majorité d'entre eux, j'espère, ne sont pas antisémites, mais aujourd'hui, la majorité des antisémites actifs sont musulmans. C'est donc dans les quartiers où il y a une concentration de population issue de l'immigration maghrébine et subsaharienne que les problèmes sont le plus difficiles. Et bien entendu, il s'agit aussi des quartiers socialement les moins favorisés. Voilà, donc je crois que il y a des raisons qui concernent que les Juifs, mais je dirais globalement que les Juifs sont embarqués dans le même bateau que tous les autres Français, y compris d'ailleurs leurs concitoyens arabes et musulmans, qui ne demandent qu'une chose, c'est à s'intégrer et à faire marcher la République comme elle devrait. Alors, je le disais, vous avez publié un livre en 2009 qui s'intitule « Les Français sont-ils antisémites ?» Vous n'avez pas l'impression que la situation ne fait que se détériorer depuis le début des années 2000 avec Ilan Halimi, Toulouse, Dieudonné, Bruxelles? Il est très difficile de répondre à cette question parce que je crois qu'en matière d'antisémitisme, il faut vraiment éviter à la fois la minimisation, le refus de voir la réalité en face et l'exagération. Et ça, je crois que personne ne peut en réalité vous donner une réponse précise parce qu'il y a des moments de très forte tension, des moments où on voit les actes antisémites, les insultes antisémites monter et où dans les quartiers comme Sarcelles, comme Créteil et d'autres villes encore, les relations sont très conflictuelles. Et il y a des moments de grande accalmie. Je ne suis pas capable, et je crois d'ailleurs que personne ne l'est, de vous donner une statistique globale. Est-ce que ça va plus mal? Est-ce que ça va mieux? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu les événements que vous avez cités, qui sont évidemment des événements très frappants, très spectaculaires. Ça, c'est un fait. Mais vous n'avez pas l'impression qu'à chaque fois une frontière est franchie, que les agressions sont de plus en plus violentes? Je ne dirais pas, je ne sais pas si vous parlez des passages à l'acte, c'est-à-dire Mera, Nemouche, Fofana, et évidemment quelques autres qui ne sont pas des meurtres que j'oublie sans doute là maintenant. Oui, on a l'impression qu'il y a une montée en puissance. Et il y a une montée en puissance de la violence irrationnelle, gratuite, absurde et incompréhensible dans la société française. Ce que je veux dire, c'est que globalement, il est très probable que d'une certaine façon, on pourrait dire que la sécurité globale a peut-être régressé. Ce qui est sûr, c'est que cette violence irrationnelle qui ne frappe pas, loin s'en faut, seulement les Juifs, et j'aimerais revenir un peu sur ce point, elle a progressé dans le sens où chacun se dit qu'un regard de travers peut virer un coup de couteau. Voilà ce qui se passe. Alors, par ailleurs, il y a, si vous voulez, dans les événements que vous avez cités, il y a quand même un lien avec une idéologie, avec le djihadisme ou l'islamisme violent. Et de fait, il a progressé dans le monde. Nous sommes confrontés à un phénomène nouveau, dont nous avons du mal à prendre la mesure, que les autorités françaises appellent la radicalisation. Et peut-être de ce point de vue-là, il ne faut pas s'interdire de temps en temps d'être un tout petit peu optimiste. Moi, je crois aujourd'hui, et je place à part la minorité cinglée, irrécupérable, antisémite viscéralement, je crois quand même que l'État islamique est de nature, évidemment, à susciter des vocations, on l'a vu, parce que ça ressemble, comme le dit Keppel, comme le dit Finkielkraut, à un jeu vidéo, mais en même temps, tout de même, de ramener à la raison quelques-uns. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus être totalement catastrophique. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy, d'avoir été avec nous. Eh bien, merci à vous. Elie, si vous êtes d'accord avec l'analyse d'Elisabeth, à savoir qu'il faut remettre l'antisémitisme dans un contexte global de violence, pas uniquement contre les Juifs en France. Oui, tout à fait. D'ailleurs, là encore, on en a parlé ici, autour de cette table, dans ce studio. Je vous disais, souvenez-vous-en, que la France, telle était la question, la France n'est pas devenue un pays antisémite. Et c'est un peu ce qu'Elisabeth dit. La France est un pays où il y a de l'antisémitisme. La France a la particularité d'abriter la plus forte communauté juive en Europe, mais en même temps la plus forte communauté musulmane en Europe. Mais quand on voit l'ALIA de France, l'immigration de France, on comprend qu'il y a un sentiment de malaise.
Oui, alors bien sûr qu'il y a malaise. Il y a malaise parce que dans certains quartiers, dans certaines villes, dans certaines banlieues, ces communautés vivent ensemble, cohabitent de manière malaisée. Et puis, il faut quand même rappeler, c'est quand même important, c'est qu'un pays antisémite est un pays dont les élites, dont l'État, dont le gouvernement, dont la presse mainstream sont antisémites. Or, nous en sommes loin. En France, ce n'est pas le cas. Au contraire, ils font ce qu'ils peuvent. Il y a des réactions qui sont toujours très très fermes, des réactions à la fois politiques, mais aussi policières. Il y a un problème fondamental qui est celui de l'islam, effectivement. Et je ne pense pas que la France soit devenue en soi plus antisémite qu'elle l'était il y a 10 ou 20 ans. Ce sera le mot de la fin pour cette année 2014. Merci beaucoup, Elie Bernavier. On va se retrouver début janvier. Et c'était Le Monde de cette année tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne année à tous.